Bon, on va passer des petits trucs bien simples que les gens, des fois, oublient. Quand on veut que nos petits oiseaux aient de la paix pour manger tranquille sur un plateau, on installe ce petit tréguier-là. On met la graine de sauge, fait que les étourneaux, les sansonnets, tout ça, viennent pas, ne sont pas capables d'y aller. Chardonneret, roselin. Mon grand-père était un passionné des oiseaux et reconnu aussi en horticulture dans le temps, ce qui était exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'écrire pour la Société d'horticulture des articles où je parle quand j'étais petit, j'allais chez mon grand-père. Et je leur dis, mon grand-père, c'était un horticulteur exceptionnel, on n'en voit plus aujourd'hui comme ça. Les pivoines, là, c'était à hauteur d'homme. Et puis un petit peu plus loin, je lui ai dit, c'est vrai que j'avais seulement 3 ans. Oui, c'est ça. Donc, un grand-père horticulteur et... Ornithologue. Exactement comme vous, quoi. Oui, un passionné. OK. Sauf que lui chantait, mais moi, je chante pas. Ah. C'était le maître chante. Et d'ailleurs, ils l'ont fêté, je pense, c'était quelque chose comme 60 ans comme maître chante à l'église de Deschambault. Et il partait pour aller faire sa messe à pied ou en raquette en hiver. Ça lui donnait 1 mille et demi. Beau temps, mauvais temps, la messe était à 6 heures dans le temps. C'était important. Et il a fait ça toute sa vie. Il s'appelait comment, votre grand-père? Arthur Arcan, mais tout le monde l'a connu sous le nom de Thierry Toujours. Et il était très sourd. OK. Thierry Toujours. Thierry Toujours. Et d'ailleurs, une religieuse que mon cousin a dans sa famille, qu'ils ont fêté dans un hospice à Québec, posait la question, « Avez-vous connu Thierry Toujours? » Et mon cousin il dit, « Qui n'a pas connu Thierry Toujours? » Et elle lui dit, « Vous savez, elle dit, je suis allé chez lui une fois. Elle dit, j'ai vu c'était quoi le paradis terrestre. Ah. Tellement il y avait des fleurs. Pour le temps, c'était pas la mode encore, mais lui, il s'intéressait à ça. J'ai dit, le verre de farine, c'est vraiment un incontournable. Ça permet aux oiseaux d'aller chercher de la protéine rapidement quand ils nourrissent le petit. C'est très dispendieux à l'achat, mais on ne l'utilise pas à l'année, donc ça revient que ça a du bon sens. Et quand les bébés merle-bleu sortent, s'ils sont dans le secteur, bien, comme un plateau comme ça, on place des verres de farine à l'intérieur et les bébés vont venir manger pendant une quinzaine de jours, vont quitter, comme ils font toujours, et vont revenir à l'automne, en fin septembre, début d'octobre, encore sur le plateau pour manger avant de faire leur migration. Ça, c'est bon pour toutes sortes d'oiseaux, ça? Toutes sortes d'oiseaux, oui. Tous les insectivores mangent ça. OK. Puis c'est dispendieux? Très dispendieux. Très dispendieux. Vous trouvez ça où? Moi, je le prends sur Amazon, mais Picardie le vend en petits sachets. Je pense que c'est quelque chose comme 6-7 $. C'était vraiment sa passion, ces petites hirondelles. Et il avait gardé ses poules. Et là, les hirondelles allaient chercher les plumes de poules pour faire leur nid. Et là, il m'expliquait tout ça. Là. Moi, j'avais 4 ans, puis j'avais les yeux grands. C'était incroyable pour moi. Là. Et il gardait aussi ses abeilles. Ah, OK. Ouais. Et d'ailleurs, la terre que j'ai cultivée, c'est lui qui l'a eu. Il l'a revendu après ça à mon grand-père paternel. Et il avait établi un verger dessus, en faisant des greffes. Et l'abbé Paquin de Chambault, lors d'un service, nous étions à la réception, me disait, il dit, tu sais, Roland, il dit, le premier verger de Chambault, c'est ton grand-père. Il dit, tout le monde allait chercher ces pommes-là. Et moi, ça, je ne savais pas là, que ça... J'étais très jeune. Et il y a une histoire là-dessus où une dame importante de Deschambault venait chercher ses pommes à la maison. Et elle vient, mais mes parents sont à l'étable. Puis j'ai peut-être 5 ans. Et nous, on est habitués. Notre père, quand les pommes tombent, il dit « Allez ramasser les pommes, les enfants, pour les cochons. » Et la dame me demande si elle peut prendre des pommes. Et je lui réponds « Oui, c'est pour les cochons. » C'était pas très poli. Elle l'avait dit à mon père. OK.
Les abreuvoirs à colibri, c'est le moment d'y sortir, habituellement début mai. Le sud du Québec, déjà, l'entrée des colibris se fait. Et j'invite les gens à participer au projet Colibri Québec, qui est un relevé de l'arrivée et du départ de nos colibris dans nos jardins. Et ça nous permet de voir qui dans la région participe, la date d'arrivée, date de départ. Très simple de s'enregistrer. Et on met si c'est un mâle ou une femelle ou si on n'a pas pu l'identifier, on laisse faire. Et le projet devait se terminer parce que M. Turgeon, sa santé fait défaut. Mais il y a un jeune de l'Université de Sherbrooke qui est embarqué avec lui. Fait que le projet va se continuer encore plusieurs années. J'étais attiré par le fleuve. Et la 138, il y avait quand même déjà un peu de trafic. Et j'avais passé proche de me faire frapper. Et à la maison, on vivait, il y avait la grand-mère, ma tante qui était célibataire, mon père, ma mère, ma soeur. Et suite à ce risque d'accident-là, ma grand-mère a décidé de régler le problème une fois pour toutes. Et là, elle dit, demain matin, là, je vais te montrer le danger qu'il y a d'aller de l'autre bord du chemin pour aller au fleuve. Elle dit, il y a des chasseurs de baleines. Puis elle dit, si tu te fais arnaquer par eux autres, là, ils vont te tuer. Là. Le fleuve vient plein de sang quand ça arrive. Et un matin que le soleil se levait, elle est venue me chercher. Puis là, elle m'a montré dans l'eau du fleuve qui paraissait rouge. Elle a dit, regarde, les chasseurs de baleines, ils ont tué des baleines cette nuit-là. J'ai jamais retraversé sans avoir de permission. Elle avait le tour. Elle avait le tour. Ici, ben, je vais vous montrer, on a un nichoir ici. Et si jamais, mettons, quelqu'un veut un seul nichoir et veut être sûr que l'alimentation en verre, on prend un plateau magnétique, c'est vendu dans les grandes surfaces, c'est des plateaux de mécaniciens. J'ai mis une assiette et on installe ici une petite plaque d'acier et pong! Il tombe plus. On y met les verres de farine et c'est tout près du nichoir. Ils peuvent se nourrir dedans en toute sécurité. Puis vous les voyez se nourrir là, tranquillement? Oui. C'est une façon de faire. Mais j'utilise aussi des plateaux comme là-bas que j'installe sur la clôture. J'enlève un capuchon et j'installe un plateau là-dessus. Ça va très bien pour nourrir. Ça, c'est vraiment là. OK. Les verres de farine, l'incontournable. Mais Oui. là, est-ce qu'il y a des merles bleus dans vos niches là, actuellement? Là? Non, ils ne sont pas arrivés encore. On est toujours en attente. Mon voisin attend lui ici. On en a à Saint-Alban d'arriver, on en a à Port-Neuf. OK. Mais l'arrivée est tardive cette année à cause des températures froides. Puis on espère qu'il va venir. C'est toujours... Même les hirondelles, on voit aujourd'hui, on ne voit pas encore les hirondelles. Ouais. Disons, moi, c'est mon cousin surtout, que j'avais peut-être, lui, 15 ans plus vieux que moi. Lui avait commencé à 14-15 ans à s'intéresser en allant à l'école au merle bleu. Qui voyait nicher dans des piquets, dans ce temps-là, puis il y avait des clôtures de perche, puis il voyait descendre cet oiseau-là dans le trou. Et là, il allait au-dessus, puis il voyait être petit dans le fond. Ça l'a tout le temps amené à s'intéresser aux oiseaux. Et là, il y avait, par la suite, le merle bleu a disparu. Mais entre-temps, il y avait les hirondelles. Et là, il m'avait fait un petit nichoir. Il n'avait pas les connaissances. 2 petits trous carrés. En pensant qu'il n'aurait ces 2 bords, mais il n'avait tout le temps rien que sur un bord. Mais il y en avait à tous les ans. Et ça, là, je m'assoyais à la sortie de la cuisine d'été, puis je regardais mes petites hirondelles, là. Je trouvais ça tellement beau. J'avais tout le temps été impressionné par la beauté des oiseaux. Et là, le chant des oiseaux. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et lui, là, s'est mis à travailler sur des projets de sentiers. Un monsieur de Montréal lui avait offert un nichoir qui est arrivé tout démonté. Il l'a monté. Puis là, il dit, je suis capable de faire ça. Et il a commencé à en faire, puis il en a placé dans toutes les paroisses environnantes. Et il a fait l'émission Découverte à un moment donné avec son sentier de merle bleu. Puis
Aujourd'hui, il est à 88 ans. Là, c'est moi qui lui fais des nichoirs. Puis il est dans son salon, puis là, il regarde sa petite citelle qui se promène dans son nichoir. On a eu d'ailleurs, avec la Semaine verte, l'occasion de filmer son merle bleu qui nichait. C'est encore sa passion, lui, à 88 ans. Là, ça le garde en vie. C'est vraiment ça. Là, ces oiseaux, pour lui, là, On ira le voir dans l'émission, quoi. C'est ça, on va avoir l'occasion de le rencontrer. La beauté puis l'intelligence. L'intelligence d'un oiseau. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit, Le génie des oiseaux. Et là, on parlait de la petite mésange. Petit oiseau, tout petit, qui a une intelligence incroyable. Si je vous disais que la mésange, là, elle a des cris pour le danger. Mais pas un cri. Une foule de cris. Dépendamment du danger qui est imminent, qui est vraiment dangereux, elle voit un humain. Elle a un cri pour un humain. Elle dit c'est gros, mais ça va pas vite. C'est ça qu'elle dit. Là, il dit, regarde, c'est pas trop énervant, on continue à manger. Mais si elle voit un épervier qui arrive, c'est assez gros puis ça va vite. Tout le monde part. Et là, comme elle a une quinzaine de cris différents suivant la dangerosité de l'oiseau ou de l'être qui approche. Et ils se connaissent tous. Mais comment on sait ça? Ça a été documenté? Ça a été documenté. Ça a été documenté. Et je pense que c'est en Angleterre aussi, ils ont appris à ouvrir les pintes de lait. C'est incroyable, là. Savoir que la crème est sur le dessus, arracher le petit bouchon. Et ce qu'ils ont vu, c'est que dans un secteur, ils faisaient ça. Mais ces mésanges-là sont allés le dire dans d'autres secteurs, et ça a été un peu partout. Ils se parlent entre eux autres, ils ont une façon de se communiquer. Une chose qu'on peut faire pour aider nos oiseaux, c'est de leur fournir le matériel pour la construction de leur nid. Vous voyez, c'est la petite mangeoire à suif qu'on utilise l'hiver et souvent qu'on sert l'été. Donc, on la remplit de bouts de corde, de plumes. Ceux qui ont des animaux, qui ont un chien qui a du grand poil, vont peigner leur chien, vont mettre ça dedans. Une chose, on ne met pas de produit qui vient de la sécheuse parce que souvent, il y a des assouplisseurs, des produits chimiques. Mais toute autre chose là, qui est doux, des petits bouts de corde, des bouts de laine là-dedans, et on accroche ça à un arbre et les oiseaux vont aller chercher des petits bouts pour faire leur nid. Et j'imagine, on a parlé, on va avoir l'occasion d'en reparler, de l'hirondelle à front blanc. Et ils se sont aperçus que lorsqu'on fournit des matériaux ou des nids déjà faits, l'hirondelle, c'est des nids déjà faits en ciment, il y a 0,2 ou 0,3 plus 2 sur l'ensemble des nichés. Fait que, parce qu'ils travaillent moins d'eux à la fabrication, donc il y a plus d'eux en fin de compte au bout du travail. Et l'été passé, moi j'ai eu, pas l'été passé, il y a 2 ans, un couple de merle bleu qui a niché ici. Et j'ai vécu là, j'ai fait peut-être 2000-2500 photos. Quelque chose d'incroyable. Le mâle semblait être un mâle adulte et c'était une jeune femelle probablement à sa première nichée. Donc, il va sur le nichoir, il bat des ailes. Là, elle le regarde. Elle ne rentre pas dans le nichoir. Là, lui, il rentre dans le nichoir, sort, monte sur le nichoir, bat des ailes. Puis il dit, regarde, tu prends-tu ce nichoir-là? Elle est sur la clôture, elle regarde ça. Fait qu'il dit, regarde, elle ne comprend pas, mais il expliqué. Il va chercher une brindille à terre, puis il donne. Elle le pogne, elle regarde, puis elle lâche à terre. Il retombe, une brindille, jette ça à terre. Bon, il ne sait pas quoi faire avec ça, mais il a expliqué. Il va chercher la brindille, puis il rentre dans le nichoir. Elle le regarde aller. Il retourne chercher une brindille, il rentre dans le nichoir. Et là, elle dit, c'est ça, il faut que je fasse un nid. Et là, c'est parti. Sauf qu'elle, elle ne sait pas que ça prend de la brindille pour un merle bleu.
à rendre des copeaux gros de même. Et là, lui, il est sur la clôture, puis il regarde ça, puis il est découragé. Il rentre en dedans, pogne les copeaux, jette les copeaux dehors. Quand elle rentre trop gros, il va en dedans, jette dehors. Et j'ai tout documenté ça en photo, là. OK. Et d'ailleurs, là, il y a un copeau dans la bouche, puis il est là qui parle, là. Il a l'air, il dit, regarde, ça, tu rentres pas ça là, là. C'est vraiment incroyable, là, la façon dont ils ont de communiquer. Donc, je nourris mes deux merles bleus que j'ai surnommés Brindille et Copeau. Ça se comprend. Ça se comprend. Copeau, il sortait Copeau, et Brindille ne comprenait pas que ça prenait des brindilles pour faire un nid. Et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Brindille est à prépondre. Copeau va dans le cimetière qui est situé juste à l'arrière. Arrive avec ses insectes. Des petits insectes ou des petits papillons le matin très tôt, parce que les papillons ne volent pas encore à cause de la rosée, donc facile à capturer. Plus tard dans la journée, ça va changer. Ça peut être des larves, des petits vers, pour nourrir la femelle. Jusque-là, tout se déroule très bien. Jusqu'au matin où les bébés sont éclos et Copeau s'est fait manger par un chat errant. Oh, Elle devient mère monoparentale pour élever 5 petits. OK. Et là, les vers de farine, je dois lui en mettre beaucoup. Mais le premier matin, il y a là ses vers de farine. Moi, je suis avec mon équipement photo installé, mon café au côté de moi, il est 5h30. Elle est sur son piquet. Elle regarde le piquet. Et elle ne mange pas. Moi, à ce moment-là, je ne sais pas que Copeau est mort. De temps en temps, elle va dans le cimetière chercher un insecte, va nourrir son petit, revient sur son piquet, la tête basse. Triste, on voit dans son visage, là. Sur le coup, je ne l'ai pas remarqué, mais par après, là, quand j'ai tout... elle est triste, elle est une journée et demie qu'elle ne mange pas. Elle nourrit ses petits. OK. La dépression. Une dépression chez l'oiseau. Vraiment incroyable, là, quand on parle du génie des oiseaux. Là. Et là, elle élève sa famille. Tout va bien, elle recommence à manger. Et je surveille, tout roule normalement. Sauf que, seul pour élever 5 petits, j'ai l'impression que la nourriture n'était pas suffisante. Et là, ils ont décidé, eux autres, qu'ils sortaient un petit peu avant le temps. La queue n'est pas formée, ils sont tout petits. Et un bon matin, il y en a un qui sort. Je suis à peu près à 10 pieds du nichoir. Et là, il part dans le gazon. Là, je vois rien que la tête qui sort du gazon en venant vers moi. Là, elle dit non, danger. C'est pas ça que tu fais. Il va chercher un insecte, s'en vient en avant, le fait virer, recule avec l'insecte dans son bec et le ramène sur les hostas et les plantes dans la plate-bande pour pas que je le voie. Il mange son insecte, mais il revient. 3 fois, elle fait ça. Revient chercher son petit, puis il vient tendre dans la plate-bande. Entre ça, elle va nourrir ses petits dans le nichoir. Surveille celui qui est sorti. Mais le petit tordu, il part, puis il dit, elle veut que je reste dans la plate-bande, correct, j'entends de l'eau couler, mais aller voir ça. Il monte dans le petit jardin d'eau. Et là, il est près du jet qui est ça d'eau. Et lui, il est rien que ça d'eau. C'est le double de sa hauteur. Elle dit, non, tu vas pas là. Insecte. On va faire descendre le petit en bas du jardin d'eau. Il mange son insecte, remonte au jardin d'eau. 3 fois de suite. Et là, j'ai eu l'occasion de faire cette conférence-là pour le Club des ornithologues de Québec et celle de Trois-Rivières. Et je leur disais, voyez-vous, là, à un moment donné, il pogne une pincette d'un jour et elle le tire en bas. Oh. J'ai dit, voyez une mère monoparentale, on peut comprendre qu'à l'occasion, ça perd patience. C'est ça qui est arrivé. Exactement. Et elle a réussi à sauver 3 petits, 2 sont morts dans le nichoir. Quand on fait de la photo, on va avoir quelque chose de réaliste. On place nos verres de farine sur les piquets. Et c'est la meilleure façon d'avoir un oiseau sur un piquet de clôture. Et si vous regardez au loin, vous avez un gros pin là-bas. Donc, vous avez un fond pour votre photo qui est magnifique. Et il y a 2 ans, Daniel Dupont, photographe professionnel, m'appelle en me disant, il dit, j'ai une cliente, Roland, il dit qu'il voudrait photographier du merle bleu. Et c'est à ce moment-là que j'ai Brindille seul. J'ai seulement une femelle. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, elle vient de Montréal. Puis il dit, tu vas voir, il dit, c'est spécial.
Il dit, à quelle heure je peux y aller? À l'heure que tu veux, moi je me lève à 5 h, 4h30, 5 h. Il dit, vers 6h30, 7 h, moi, je suis chez vous. J'arrive ici, une dame, peut-être 70 ans. J'ai installé les chaises. Ils sortent les équipements photo. On monte ça. Et là, il explique à la dame, parce que la dame, elle me dit, elle dit, je viens de m'acheter pour 35 000 d'équipement photo. Mais elle dit, je connais pas ça. Oups. Et là, j'ai mes piquets. Et là, je dis à la dame, j'ai dit, on va vous aider à faire de la photo, là. Je lui dis, il y a des verres de farine, mais tantôt, on va mettre des fruits. Fait que là, Daniel lui explique le fonctionnement. Fait que je vais chercher un bleuet, je mets un bleuet. La femelle arrive, pogne le bleuet, puis part avec. Là, j'entends clic. Elle regarde. Elle dit, j'ai un beau piquet, pas d'oiseau. Je dis, on va recommencer. Trois fois, elle ne réussit pas à photographier l'oiseau. Pas assez rapide. Je lui dis, moi, vous arrangez ça, madame. Ah, elle dit, je suis pas bonne, là. Elle dit, moi, je commence. Non, je vais vous arranger ça. Je retourne à la maison et j'emmène une belle grosse fraise. Je mets ça là. Et là, la femelle arrive, pogne la fraise, puis là, elle essaie de décoller, mais hey, c'est trop pesant pour elle. L'oiseau décolle, mais le fruit reste là. Et là, j'entends clic. Là, elle est toute heureuse, elle l'a. Et j'ai dit, là, on va... Préparez-vous, là. Ça va se faire rapide. Je mets une framboise. Et là, une framboise, c'est le fruit qui a le plus de facilité à prendre. Où la queue est, c'est creux. Ils rentrent le bec dedans. Ils arrivent, puis tchoum, puis ils sont partis. Ça, elle n'a pas pu le prendre. Et à un moment donné, elle était à veille de quitter. Ça faisait peut-être 3 heures qu'on faisait de la photo. Elle vient me trouver. Elle dit, Monsieur Hamel, elle dit, si vous saviez le moment de grâce que vous me faites vivre. Elle dit, je suis de Montréal. Elle dit, ça fait 2 ans que je passe à l'hôpital auprès de mon mari qui est mourant. Elle dit, là, je sais qu'il en reste au maximum 15 jours. Elle dit, aujourd'hui, j'ai pris la journée. Elle dit, je retourne. Elle dit, après ça, je pars à travers le Québec à faire de la photographie. Je vais à Saint-Alban, à l'école de Gouelan, et c'est des tout petits. Et là, je fais une petite conférence d'environ 20 minutes, une demi-heure, et je lui dis, si vous avez une question, levez la main. Après un certain temps, il y a un petit bonhomme qui lève la main. Puis il me dit, hey, monsieur, il dit, je voudrais savoir quelque chose. Il dit, chez nous, il y a un oiseau, il a frappé à la porte patio, puis il dit, il est tombé mort. Puis il dit, mon papa, il dit, il l'a pris, il l'a mis en sa main, puis il dit, il a soufflé sa bédaine. Puis il dit, il est reparti. Il dit, c'était-tu bien ça, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, oui. J'ai dit, tu féliciteras ton père. J'ai dit, il savait quoi faire pour lui redonner vie. Et le petit bonhomme, les yeux brillants, tout heureux, il regarde ses compagnons, puis il dit, je le savais, mon père, il est ambulancier. C'est beau de... J'étais à Saint-Hubert encore avec un petit groupe de jeunes comme ça, et je présente des oiseaux. Et je présente un chardonneret. Je dis, vous voyez, c'est le dernier qui niche. Puis il porte son nom à cause du chardon. Il utilise les mousses du chardon pour faire son nid. Donc, il attend qu'il soit mûr pour faire son nid. Et là, il y a un petit gars qui lève la main. J'ai dit, oui, mon homme, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, j'en ai des pareils chez nous, mais ils ne sont pas de la même couleur. Il avait arrêté de ça. Un oiseau, c'est un oiseau. Un oiseau, c'est un oiseau, c'est ça. Dans une clinique médicale de Québec où je l'ai avec ma conjointe. Et la jeune femme qui est à l'accueil, chaque fois que je vais là, il y a des gens du coin que je connais, puis on parle d'oiseaux. Ça fait peut-être 4-5 fois qu'elle m'entend parler d'oiseaux. Et un bon matin, on va là, puis je suis seul dans la salle d'attente. Ma conjointe est allée voir le médecin. Et là, elle dit, Monsieur Hamel, elle dit, j'ai de quoi vous compter. Elle dit, vous allez rire de moi. Parce qu'elle dit, vous connaissez les oiseaux. Je dis, ouais, mais c'est justement une raison pourquoi je ne rirai pas de vous, je les connais. J'ai dit, j'ai un ami nommé André Sey, quand on a entendu ces histoires, on ne rit plus de personne. Elle dit, quand j'étais petite fille, elle dit, je arrive sud de Québec. Elle dit, des fois, j'étais haïssable probablement. Elle dit, ma mère me chicanait. Elle dit, je partais en pleurant, puis elle dit, je traversais, elle dit, c'était dans un rang de gravel, elle dit, je traversais à l'autre bord. Puis elle dit, c'était mon grand-père qui restait là. J'avais juste le chemin de traverser de biais, puis je me rendais chez mon grand-père en pleurant. Puis elle dit, là, il disait, viens, tant tu fais, viens t'asseoir dans la balançoire.
Elle dit, je me suis voyé avec grand-papa, puis elle dit, là, il sifflait, puis elle dit, le cardinal arrivait dans les mangeoires à côté de la balançoire, puis il disait, regarde le bel oiseau rose, regarde si c'est beau. Puis là, elle dit, moi, je trouvais donc bien ça beau. Puis elle dit, un jour, ben, je me suis fait un compagnon. Elle dit, je suis parti vivre, elle dit, dans le même rang, mais peut-être 8-10 km plus loin. Puis elle dit, le temps passé, puis elle dit, un bon matin, ben, elle dit, grand-papa est décédé. Elle dit, quand j'ai appris la nouvelle, elle dit, j'ai dit à mon compagnon, elle dit, hey, qu'est-ce qui va arriver des cardinals à grand-papa? Ben, elle dit, voyons, c'est un oiseau, il va aller ailleurs. Puis elle dit, toute la journée, j'ai pensé, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces oiseaux-là? Plus de grand-papa. Elle dit, je vais au service. Puis elle dit, pourtant, je l'aimais, mon grand-père, mais elle dit, mes pensées étaient pour son cardinal. Puis elle dit, je parle de ça à mon chum. Elle dit, là, arrête, là, panique pas avec le cardinal. Là, il ne mourra pas, il va. Elle dit, le dimanche matin, elle dit, on est après déjeuner à 8-10 km plus loin. Elle dit, chez nous, on a des mangeoires. Elle dit, j'ai jamais vu un cardinal. Elle dit, un couple de cardinal arrive sur le bras de la galerie, il nous regarde en dedans, puis il chante. Elle dit, j'ai dit à mon chum, elle dit, grand-père nous a envoyé ses cardinals. Puis elle dit, là, elle dit, vous ne me croyez pas? J'ai dit, oui, je vous crois. Elle sort de son bureau, elle est en robe longue, elle lève un peu sa robe, et sur sa jambe, elle a de tatouer un cardinal sur une branche, et sur la branche, elle est marqué grand-papa. C'est des anecdotes qu'on ne peut pas oublier. J'en avais mis une, moi, une cabane comme ça au lac Blanchard, là, puis le chalet Denis, dans un arbre. Là.